rebonjour à tous. Comment respecter les contraintes éthiques? Quand Axel m'a demandé il y a quelques mois si... alors c'est un peu compliqué parce que je crois qu'au départ c'était notre DRCI qui pouvait être représenté. Et l'arborescence a fait que finalement c'est moi qui me suis retrouvé en contact avec Axel. Dans ma bienveillance, mon engouement habituel, j'ai dit bien sûr. Mais après, quand j'ai réfléchi un petit peu, donc il y a quelques jours, quelques heures, qu'est-ce que je vais raconter quand même, et dans quelle galère elle m'a mis, et dans quelle galère elle vous a mis. Vous avez bien compris que, bon, méthodo, stats, tout ça, c'est un peu des maths. Avant un week-end de 3 jours, ça peut interroger. Alors je vais vous montrer un petit peu ma réflexion, et vous allez voir jusqu'où je suis allé, tard dans la nuit dernière. Éthique, contrainte éthique, méthodo, biostat. Est-ce que c'est si logique? En réfléchissant un petit peu, Virginie l'a dit, les CPP se prononcent sur les conditions dans lesquelles les promoteurs de recherche assurent la protection des personnes, le bien fondé et la pertinence du projet de recherche et sa qualité méthodologique. Le texte de loi est à peu près celui-ci. Et donc forcément, oui, je me suis dit, bah oui, en fait, on y est contraint tout le temps. Et j'ai oublié de le dire, je voulais le dire au départ, parce que c'est vrai que les présentations précédentes m'ont vraiment ému et interrogé sur mon métier. Vous allez voir pourquoi. Alors, je suis parti d'un essai local. Je n'attendais pas un gros mot, Virginie, mais c'était un putain bienveillant. Et donc, je me suis dit, on va partir d'une étude en soins palliatifs à Clermont-Ferrand pour vous montrer un petit peu les questionnements éthiques et donc méthodologiques, parce qu'au-delà de la farce, il y a quand même une vraie réflexion là-dedans, qui ont pu nous interpeller. Donc cette étude, l'idée, le texte est un peu dense, mais si on regarde un petit peu, tu peux me corriger, me compléter, même sans micro, Virginie, c'est sur les soins quotidiens de patients hospitalisés en unité de soins palliatifs. Et l'idée, c'est de voir comment mettre en place des méthodes distractives pour que ces soins se passent du mieux possible pour le patient et pour le soignant, pour l'ensemble des acteurs. Et donc, il y a différents outils. Il y a ce qui se fait aujourd'hui sur un petit peu le feeling de chaque soignant. Et puis, il y a d'autres outils. Donc, il y a de la réalité virtuelle, c'est à la mode, bien sûr, et du musicaire. Donc, c'est une technique où il y a une musique de fond, quelque chose qui est d'apaisant. Il y a eu des démonstrations, c'est parfait. Donc forcément, nous, l'idée, c'est d'étudier l'objectif méthodo. Là, on rentre dans un objectif, un critère, ce que vous connaissez toutes et tous certainement. C'est d'étudier l'efficacité de l'utilisation du musicaire et de la réalité virtuelle chez ces patients-là pour essayer de voir est-ce que ça marche, en quoi ça marche, et c'est quoi ça marche. Et c'est en ça que je pense la recherche en soins palliatifs et l'apport que peut avoir la méthodologie a du sens, parce que finalement, est-ce que les critères d'évaluation qu'on utilise d'habitude sont différents? On est face à des patients dont la durée de recueil de données ne peut être moindre. On est face à on est dans une situation un peu compliquée. Et c'est en ça que finalement, sur ce projet-là, on arrive à commencer à lier éthique, méthodo et soins palliatifs. Alors en méthodo, c'est très simple. Le côté un peu novateur, c'est qu'on va chercher à évaluer un symptôme positif, alors que d'habitude, on essaie d'effacer un symptôme négatif. J'allais vous dire tout à fait après sur le critère. Mais non, mais t'as raison. En méthodo, donc c'est assez simple en fait. La méthodo, c'est souvent du bon sens. On doit répondre aux questions qui, quoi, comment, où, quand. Mais finalement, c'est ce à quoi on doit répondre. À Clermont-Ferrand, on a une vision de la méthodo qui est portée par notre gouvernance médicale. Nous ne sommes, que des statisticiens, des mathématiciens. Et notre job, c'est de tirer les vers du nez, de sortir les médecins, les soignants, les paramédicaux, les psychologues, de les sortir de leur zone de confort, parce que finalement, les vrais méthodologistes, ce sont eux. Donc pour répondre à cette question de comment étudier l'efficacité de musicaire et de la réalité virtuelle, forcément, on peut prendre un petit peu ce qui existe aujourd'hui en termes de méthodologie et de regarder les contraintes de ces différents types d'essais, des différents types d'études qui pourraient nous permettre de répondre à cette question. L'idée étant de dire, est-ce qu'il faut mettre trop de patients, pas assez de patients, sur quels critères? Il faut trouver un contexte global qui permet d'apporter une réponse
dans le meilleur délai donné. Donc vous connaissez peut-être tous cette pyramide-là. On part des opinions d'experts vers les méta-analyses en passant par la Rolls-Royce de la recherche, une des Rolls-Royce de la recherche, l'étude randomisée. Déjà, une petite réflexion en préparant le topo. Si vous regardez un petit peu la distribution des études randomisées depuis 1966, proposées dans PubMed en soins palliatifs et par exemple en anesthésie, vous avez 273 papiers en 2020 dans PubMed et 1470 en anesthésie. Ça peut peut-être déjà dire que toutes les méthodologies, notamment les essais randomisés, sont peut-être pas si faciles non plus à appliquer dans tous les cadres. Et peut-être que certains types d'études, on fait beaucoup plus de quali, par exemple, en soins palliatifs qu'en anesthésie. On travaille beaucoup avec l'anesthésie parce qu'il y a une idée de vécu, de ressenti des soignants. Il y a une idée de c'est peut-être plus facile, ça paraît plus facile. Et vous voyez, donc c'est-à-dire que quand on a dû mettre en place cet essai, alors nous, avec Virginie, avec l'équipe, les questions ne s'est pas posées, on est parti d'emblée dans l'étude randomisée, mais c'est peut-être pas si simple en fait. C'est-à-dire que le cadre méthodologique, les contraintes qui nous sont offertes sont multiples et parfois, et vous allez le voir, une fois qu'on a dit on fait une étude randomisée, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait ? Finalement, c'est pas si facile. Et c'est vrai que je pense que la spécialité des soins palliatifs donne un cadre plus ou moins contraignant, pas forcément que plus, mais donne un cadre qui oblige à réfléchir sur les choix méthodologiques qu'on peut apporter. Finalement, on est reparti sur quelque chose d'assez classique, c'est-à-dire une étude randomisée. C'est ce qui a été soumis au CPP en première intention. Des patients qui sont tirés au sort, soit qui ont des soins avec Musicare, soit qui ont des soins avec la réalité virtuelle. L'idée, tu le disais Virginie, c'est de mesurer par un questionnaire validé chez ces patients l'acceptation après les soins et la satisfaction après le dernier soin. L'idée étant, avant notre discussion d'il y a quelques heures, de faire ça tous les jours, toute la semaine, et c'était l'idée de départ. Je vois Andrea qui sourit, on va y venir après. Voilà quand on a soumis le CPP, ce que nous a dit le CPP. Il convient de justifier la méthodologie envisagée, notamment l'absence d'un groupe contrôle. Donc là, on est en plein dans la question méthodo, parce que si on croit à Musicare et à la réalité virtuelle, on tombe dans la première question de base, pourquoi on va aller randomiser un groupe contrôle pour quelque chose dont on sait que de toute façon, ce qu'on va apporter est bénéfique. C'est-à-dire qu'on va mettre, on le sait, c'est le principe de la randomisation, des gens avec une intervention, contrôle, ici pour le coup un bras, un groupe, sans intervention justement, où on sait que les résultats a priori vont être moins bons. Donc là, il y a déjà une vraie... Et c'était, nous, notre réflexion au départ. C'est-à-dire, nous, ce qu'on veut mesurer, c'est la réalité virtuelle Musicare. On ne veut pas dire, est-ce que ça, c'est mieux que rien ? On sait que c'est mieux que rien. La question, c'était vraiment, est-ce que, entre eux, quel est le meilleur des deux ? Ou en tout cas, est-ce qu'il y a des facteurs qui permettent d'expliquer lequel est le meilleur des deux ? Alors, une fois, c'est un peu comme l'arbitre. L'arbitre a toujours raison, même une fois qu'on l'a bien insulté. Je ne dis pas qu'on a insulté le CPP, bien sûr, mais une fois qu'on a dit, ils sont pénibles, c'est-à-dire ils ont peut-être raison. Donc, il faut essayer de prendre du recul et qu'est-ce qu'on propose ? Ce que j'ai oublié de dire avant, juste avant, la randomisation, je m'excuse, la randomisation ici, elle était compliquée. On ne pouvait pas faire un patient, on tire au sort. Le premier patient, il a Musicare, le deuxième, il a réalité virtuelle. S'ils sont dans les mêmes lieux, s'ils sont dans les mêmes endroits, il y a un biais de contamination. Comment on gère les soignants qui doivent un coup faire de la réalité virtuelle, un coup du Musicare. Et on avait fait le choix ici de randomiser des semaines. Donc on avait dit, pendant une semaine donnée, donc là il y a une adaptation méthodo, pendant une semaine donnée on a de la réalité virtuelle, pendant une autre semaine donnée on a du Musicare. Et donc on rajoute cette contrainte-là du groupe contrôle. Donc la première réponse, ça peut être de dire non, on campe sur nos positions, on dit au CPP, non, nous on reste sur réalité virtuelle versus Musicare. Puis après on prend du recul et on se dit, qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire par là ? Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire par là ? Ils ont voulu nous contraindre un petit peu dans cette étude randomisée classique versus un groupe contrôle. Ils ont peut-être voulu nous mettre en garde que les études qui ont pu être réalisées, réalité virtuelle versus contrôle et Musicare versus contrôle, étaient peut-être perfectibles. Et donc le choix qui a été fait, l'adaptation méthodo, c'est de dire d'accord, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, on le tourne comme on veut. On va randomiser les patients des semaines, donc Musicare, des semaines réalité virtuelle, et on va randomiser 2 fois moins, mais on va quand même faire un groupe contrôle, mais on mettra 2 fois moins de gens en groupe contrôle. Donc on va avoir 2 semaines Musicare, 2 semaines réalité virtuelle pour une seule semaine contrôle. Donc là, il y a une vraie adaptation du modèle, une vraie adaptation méthodo, une vraie contrainte par rapport à une demande éthique au départ.
Alors les discussions de cette semaine, mais alors là, comme je les ai suivies par mail et que ça a été discuté juste avant, ça va être dire, ah oui, mais en fait, maintenant, dans la vraie vie, maintenant que l'étude a commencé, c'est compliqué en fait de mesurer ce critère de jugement tous les jours. Et alors là, on va tomber. Alors j'ai vu passer les mails pour faire une demande d'amendement. Comme je ne suis pas des plus réactifs en ce moment, j'ai dit vite fait, mais non, il ne faut pas faire ça, parce que là, il y a un vrai problème. C'est-à-dire, est-ce que, on parlait de faisabilité, est-ce qu'on a le droit de changer le critère de jugement, ou en tout cas son recueil, alors que le calcul nombre de sujets, toute la réflexion a été portée dessus, au risque de ne pas le faire et de mettre en péril la faisabilité. Et donc ça ne peut pas se faire juste par mail. Sauf qu'il y a des papiers qui disent que la PANAS ne peut pas varier d'un moment à l'autre de la journée. Quel est l'intérêt de la faire à plusieurs moments? Alors, moi, je serais un CPP, je dirais, pourquoi vous ne l'avez pas dit avant, en fait? Parce qu'on est dans la vraie vie, quoi. Et ouais. D'avoir vu cette contrainte, en voulant être perfectible, on s'imposait une contrainte et quelque chose d'ingérable. Et je pense, et c'est là où je vais essayer d'aller plus vite, mais vous m'amenez ma réflexion, je ne suis pas sûr, et c'est dommage que Virginie soit partie, que tous les CPP puissent réagir de la même façon. Parce qu'une des questions, c'est est-ce que l'éthique, c'est pas un peu subjectif? Et comment un CPP, donc je pense que c'est pour ça qu'il faut travailler notre réponse. Dans les faits, oui, je suis d'accord avec toi. Mais si on va jusqu'au bout en disant, voilà, on a fait tout un argumentaire, on a dû même écrire que c'était vachement bien de recueillir tous les jours. On a même dû l'écrire. Mais en fait, plus tant que ça. Et donc, vous voyez, là, il y a une vraie réflexion sur méthodo-éthique. Alors finalement, pour respecter un petit peu ces contraintes, donc on a des contraintes méthodologiques, pour respecter les contraintes éthiques, on a des contraintes statistiques. Tout ça, c'est au niveau de l'éthique, la déontologie, l'intégrité. Tout ça, c'est un petit peu mêlé. Alors dans mes recherches nocturnes, on va dire que j'ai vu que c'était des termes tous très particuliers que je ne vais pas assez maîtriser. Parfois, je vais mettre des guillemets. En tout cas, ce que je pense, c'est qu'au niveau méthodo, il faut qu'il y ait une adaptabilité des designs, des plans expérimentaux. Je vais vous en montrer 2-3 rapidement. Pour essayer de gérer au mieux les risques, la sécurité des patients. Je pense que l'essentiel, c'est la transparence, la réplicabilité des résultats. Et d'un point de vue stat, c'est l'analyse rigoureuse, ça va de soi, l'analyse la plus adaptée, mais aussi, je dirais, la transparence et comment on retranscrit les résultats. Comment respecter les contraintes éthiques? Voilà quelqu'un, peut-être un des méthodologistes qui a été le plus influent ces dernières années, Doug Altman, c'est peut-être de faire moins et de faire mieux. On est tous dans une espèce de course effrénée, notamment dans les CHU, les SIGAPS, nos financements reposent pour une grosse partie sur cette publication, ces publications, ces travaux. Souvent, on se dit, j'ai 2 collègues qui sont là, mais est-ce qu'ils pensent aux patients au final? Il y a le SIGAPS, il y a des milliers, mais au final, le patient dans tout ça. Et ce que disait Doug Altman, qui est donc un méthodostat vraiment qui a été très influent, c'est peut-être de faire moins, mieux et d'être plus transparent. Alors la transparence, elle amène à laver plus blanc que blanc. On a plus de grilles et chaque grille, trop de grilles, tu les grilles. Mais l'idée de toutes ces grilles-là, qui sont des grilles de reporting, c'est-à-dire quand vous allez faire une étude randomisée, vous allez avoir une grille. Quand vous allez faire une étude observationnelle, vous allez faire une grille. Quand vous allez faire une étude qualitative, vous allez avoir une grille. Alors, ça rassure, et on pourrait là aussi parler d'éthique, c'est juste du reporting. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on a fait, qu'on a bien fait, qu'on l'a vraiment fait. Mais au moins, ça permet, et c'est l'idée de Doug Altman, de Maurer, de tous ces gens-là, Campbell, pour ne citer que, de ces recommandations qui sont régies par Equator, donc c'est vraiment où il y a toutes ces grilles-là, où c'est de reporter et finalement d'être sûr qu'on a fait ce qu'on a dit qu'on allait faire. Peut-être c'est ça aussi un des leitmotifs en recherche. Dans ces grilles, une que je ne connaissais pas mais qui m'a beaucoup parlé lors d'un congrès il y a tout juste un mois, je ne connaissais pas du tout. Et alors ça m'a parlé peut-être encore plus parce que ça s'est retrouvé dans une session où on avait des patients experts et on parlait qu'il y avait des patients, ou des comités de patients, des comités d'usagers dans les CPP. Et en fait, quand vous demandez aux patients est-ce qu'il faut retirer les données, est-ce qu'il faut... En fait, on se rend compte qu'on a l'impression, nous par exemple, on est dans une DRCI, donc c'est un organe administratif, il y a la loi, elle est comme ça, et en fait, quand vous demandez aux patients, vous avez l'impression qu'il y a une autre interprétation de la loi. Alors non, nous, quelqu'un qui... qu'est-ce qu'on fait? Donc l'exemple concret qu'on a en ce moment, c'est une étude en anesthésie-réanimation. Les patients ont été inclus en urgence, donc sans consentement. C'est des inclusions en urgence, c'est possible. On essaye de retrouver le consentement ensuite en appelant alors, le patient. Si le patient est décédé, on peut utiliser les données.
Si le patient n'est pas décédé, mais qu'on n'arrive pas à récupérer le consentement, on ne peut pas utiliser les données. Alors, il faut prouver qu'on a pu appeler. On a eu ce cas de figure dans ce groupe de travail là, à Édimbourg il y a un mois. Et alors, il y avait une patiente, en plus une dame très touchante, mais elle a dit « Non, mais moi, il faut que les données soient utilisées. Peut-être que je n'étais pas là pour répondre, peut-être que je n'étais pas là. » Et on a l'impression qu'on a une vision de la loi, de l'éthique parfois qui est... Voilà, on se protège, la loi dit ça. Mais est-ce que derrière ce qu'on en utilise et comment on l'utilise, est-ce que c'est vraiment ce que veut le patient? Et est-ce que pour donner un cadre au plus grand nombre, on n'est pas obligé de faire ça, mais du coup de passer à côté de l'avis peut-être majoritaire de certains patients? Ces grilles-là, et les grilles persévèrent, permet à travers 6 items, 6 démarches bien nettes, d'essayer en tout cas d'isoler différents cas de figure. Quelques dernières diapos rapidement. Les différentes lois, elles ont beaucoup évolué depuis Nuremberg, Helsinki, etc. On a la loi Jardé tout récemment. La recherche, elle en a fait autant, la méthodo en a fait autant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, heureusement, et pour ces contraintes-là, et à chacune de ces contraintes, notamment en soins palliatifs, on l'a vu avant, on n'est pas obligé de randomiser les gens, on peut randomiser des semaines, on peut randomiser des groupes de gens. On a devant nous, c'est ce qui nous pend au nez, dans les années qui viennent, on est déjà peut-être un peu en retard, en France peut-être, à Clermont, les essais adaptatifs. On ne pourra pas faire sans essais adaptatifs, des essais personnalisés. On l'a vu en pandémie, en période de crise, 10 bras d'études, l'étude Discovery, 10 groupes, on les arrête, on arrête précocement, des choses qu'on n'aurait jamais envisagées avant. On arrête pour prendre des patients, les envoyer dans un autre groupe, ceux qui étaient prévus, et finalement on se rend compte qu'avec des garde-fous statistiques, avec des garde-fous méthodologiques, on peut aller vers des designs de plus en plus innovants. D'un point de vue stat, un petit peu la même chose. On a des développements qui permettent peut-être de répondre aux contraintes. Sur l'exemple ici, sur les modèles de trajectoire, en haut la courbe, c'est l'évolution de la douleur. On a dans les techniques habituelles, sur une étude donnée, c'est des gens qui ont eu de la kétamine, peu importe, les données habituelles, on voit qu'on a des gens qui étaient autour de 7, et les modèles habituels statistiques nous disent que ces gens passent à 5. Et donc on dit, ça diminue, c'est génial, ça marche. Aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, on a des méthodes statistiques qui nous permettent de dire, mais non, en fait, ce n'est pas tout à fait si simple. En fait, on a un groupe de gens qui est de 30% en haut, les rouges, eux, ils ne vont pas du tout mieux. En fait, on a 30% des gens, et quand vous dites au médecin, ils disent, ah oui, mais c'est évident ça, en fait. Moi, je sais bien que ça ne marche pas pour tout le monde. Et là, c'est là où il y a un développement mathématique, un développement statistique, qui a, je vous dis, une dizaine d'années, quinzaine d'années, qui permet de répondre à des spécificités qu'on n'avait peut-être pas il y a quelques années. Pareil pour le diagramme de droite sur les séquences thérapeutiques, on pourrait en parler, je pourrais y revenir si besoin. Alors la réflexion nocturne, et à quoi ça m'a amené tout ça? Comment respecter les contraintes éthiques? Alors est-ce que méthodologie et éthique sont subjectives? La méthodologie, c'est très subjectif. On croit que c'est les maths, c'est noir, c'est blanc, mais c'est tout sauf objectif. Il y a une part de... Je suis désolé, en tout cas, c'est la façon dont moi je vois les stats, et ceux qui travaillent avec moi et notre équipe depuis quelques années, il y a toujours une part de ressenti en méthodologie. Est-ce que l'éthique est subjective? C'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets pour ne pas froisser personne et pas dire de bêtises et aller au-delà de mon champ de compétences. Je ne sais pas si l'éthique est subjective, mais je vous donne un cas très particulier, et on pourra en discuter. Une étude, cette fois-ci menée au département médecine générale, sur les compétences psychosociales. Une étude donc, qui a obtenu un financement régional, où on se propose d'étudier les compétences psychosociales de personnes qui ont une addictologie à l'alcool, différentes addictologies, et un groupe témoin. Groupe de contrôle, parce qu'il faut bien comparer. Cette étude, elle est un peu lourde à mettre en place, donc on a fait une première petite étude avec des suicidaires, des suicidants, et un groupe contrôle. Donc une autre petite étude, 3 groupes de sujets, des suicidaires, des suicidants, et 2 groupes contrôle. Le CPP de cette étude-là, suicidaire, suicidant, contrôle, c'est passé crème, il n'y a pas eu de questions. Poser des questions sur les compétences psychosociales à travers un questionnaire validé n'a pas interpellé le CPP. Sur la grosse étude, avec les addictos, les patients qui avaient des addictions diverses et variées, et le groupe contrôle, on est mis en attente avec tout un tas de questions sur est-ce que c'est normal de passer des questionnaires de compétences psychosociales à des contrôles. Alors Virginie n'est plus là, mais peut-être que notre ancienne présidente de CPP pourra y répondre. C'est ce qui m'a fait poser, c'est peut-être un peu subjectif. C'est-à-dire quand on a les 2 mêmes protocoles, alors je ne dis pas que c'est pas bien, peut-être c'est le premier qui a été trop souple.
c'est peut-être le premier qui a été trop light dans sa réponse. Mais deux mêmes protocoles, alors on nous aurait dit, ah, c'est pas bien de passer des compétences psychosociales chez des suicidaires. J'aurais peut-être pu le comprendre, mais sur les contrôles, il n'y a pas de raison, a priori, qu'on ait une réponse différente. Et donc, c'est peut-être là où je me suis dit, peut-être que l'éthique, en fait, c'est peut-être un peu subjectif. Mais finalement, si la méthodologie et l'éthique sont subjectifs, est-ce qu'au fond, tout ça est bien éthique? Et je resterai sur ça pour qu'il y ait la place aux questions. Merci. J'ai goûté un tout petit peu aux études qualitatives par rapport aux études quantitatives. J'ai l'impression qu'il y a une liberté dans l'étude qualitative qu'on n'a pas dans l'étude quantitative. Je développe en 30 secondes. Dans la méthodologie qualitative, on commence les premiers entretiens, donc de récolter les premières données, et on s'aperçoit qu'on n'est pas forcément dans le vrai. À ce moment-là, on va réorienter les choses pour affiner de plus en plus, pour obtenir véritablement l'objectif qu'on s'était fixé initialement. Alors que dans l'étude quantitative, et le gold standard, c'est ce que tu as montré dans les études randomisées, c'est qu'on est obligé de faire la bonne hypothèse immédiatement, avec les deux bons comparateurs. Presque, on a limite anticipé le résultat pour le montrer officiellement de manière à le publier. Et on ne va rien explorer de plus que ce qu'on ne connaît pas avec les études quantitatives. C'est-à-dire qu'il va nous falloir, pour comparer les deux, eh bien, bien connaître déjà presque les deux bras pour pouvoir les comparer. Donc on ne va que, avec des études quantitatives, eh bien, confirmer, ou pas complètement, mais généralement, ce qu'on avait déjà anticipé. Et je trouve que on part là-dessus sur les études quantitatives, mais c'est un cercle en rond, quoi. C'est pas vicieux, mais pas loin. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, même si je suis donc bien sûr plutôt, étant statisticien, plutôt dans le monde du quantitatif. Mais j'ai envie pour faire le lien avec ce qui a été dit avant, la faisabilité, la publication, juste ramener à quelque chose. Combien c'est difficile de publier du qualitatif? Et en quoi ça devient pas du tout éthique, en fait. C'est-à-dire que parce que des éditeurs, c'est le monde dans lequel on vit, en fait. Ça nous pousse à amener pour aller très loin dans le monde de la publication, le monde dans lequel on est, mais c'est super difficile. Alors, c'est une réponse sans en être une. Oui, je suis d'accord avec toi, et je pense que le quali, pareil, vous me connaissez, c'est ni l'un ni l'autre. Tout ça, ça se complète. Et certainement qu'on a besoin des deux. Mais peut-être que pour certains cas, peut-être en soins palliatifs notamment, on a peut-être besoin de plus de quali. Mais si on fait un travail, alors qu'on n'arrive pas à le valoriser, ou qu'on galère, mais Axel est passé par là, voilà. Comment on fait, en fait? C'est-à-dire, et combien sont frileux de dire « Ah non, moi j'y vais pas, c'est trop compliqué à publier ». Alors c'est une réflexion globale, en fait. Alors on a quelques revues, je crois, maintenant, qui s'ouvrent un petit peu à ça. Mais oui, je pense que dans l'arsenal, et d'ailleurs cette pyramide qui est vieille, qui commence à dater un peu, il faudrait peut-être la revoir, en fait. Parce qu'en fait, l'essai adaptatif quantitatif, je ne dis pas qu'il se rapproche du quali, ça serait une punchline malvenue, mais c'est un peu ce qu'il fait. C'est en fait ce que nous fait Virginie, c'est de l'adaptatif. Avec l'étude, c'est dire, finalement le questionnaire, il faut le passer autrement. Voilà, donc tout ça pour dire, je pense qu'il faut les deux. Tout ça pour dire, je pense que le quali est vraiment utile dans certaines situations et certainement en soins palliatifs. Quand on avait fait le travail sur les entretiens avec des patients en fin de vie, au fur et à mesure des entretiens et de la fin de vie qui s'approchait. Mais par contre, c'est qu'est-ce qu'on en fait si on n'arrive pas à le valoriser? Est-ce que ça suffit? Parce que c'est entre nous, ça nous aide à construire des concepts. Ou est-ce que, dans le monde dans lequel on est, des universitaires, des chercheurs, ça interpelle et ça freine, je pense, certains. Ça peut freiner, peut-être. Oui. D'où l'intérêt de combiner. Certainement. D'étudier un même objet
même question de façon combinée. Bien sûr. Et ça, c'est vrai que la littérature anglo-saxonne prend plus Ouais. les études combinées que les études ou quantitatives ou qualitatives. Après, oui, tout à fait. Et je pense peut-être, pour compléter modérer mon propos, il y a peut-être aussi une façon d'écrire le qualitatif. C'est-à-dire qu'on est tellement bercé dans les universités, dans les facs, à écrire du quanti, à comment on présente. Enfin voilà, on voit bien dans les cours d'LCA, on voit bien sur la fac de médecine, je connais moins en psycho, mais j'ai fait dans une autre vie, à 15-20 ans, c'est là où j'ai fait mes premières armes, à donner des cours à des étudiantes en socio et psycho, des étudiants et étudiantes en socio-psycho. On forme les gens à travailler sur du quanti. Et il y a peut-être aussi une façon d'écrire, une façon de faire. Parce que chez nous, on a quelques gens, on en a 3-4 personnes, et une fois qu'ils en ont fait 1, 2, il y en a en département de médecine générale. Une fois qu'on a fait 1, 2 papiers, voilà, il y a une façon de faire et il y a peut-être aussi un enseignement. On le voit bien, nous sur nos masters, vous avez 20 heures de quanti pour 2 heures de quali pour la découverte au quali. Ben non, en fait. Donc c'est peut-être aussi, vous parliez des anglo-saxons, mais ça c'est très personnel, j'ai pas du tout, ça sort complètement de mon champ de compétences des stats. Il faut peut-être qu'on ait une vision beaucoup plus globale au niveau de nos facs, au niveau de nos universités, sur ces approches-là. Le quali enrichit énormément le quanti en fait. Je trouve qu'on devrait effectivement réfléchir beaucoup plus globalement dans nos études quanti-quali parce que le quali nourrit le quanti. C'est très factuel dans nos études. Et le quali, il vient expliquer en fait. Il vient expliquer un petit peu les choses. Et pour les études qu'on a pu faire en combinant les deux, ça enrichit énormément les choses. On peut faire l'inverse aussi, Chantal. On peut faire l'inverse aussi. Parce que nous, le quali nous a aidé à construire un questionnaire. Et pour rester dans ce que tu disais un petit peu, Alexandre, aussi, faut m'arrêter parce que je suis sans faire. On peut quand même s'interroger énormément au niveau de ces études randomisées. Alors on dit toujours que c'est le plus éthique, parce que c'est la seule façon de tout contrôler. Quand on contrôle tout sauf le groupe à l'étude, finalement on est sûr d'avoir le résultat. Alors déjà quand on contrôle tout, quand on dit quand tout est contrôlé, c'est peut-être pas un monde dans lequel j'ai envie de vivre. Et finalement cet essai qu'on met en avant, c'est quand même fou de se dire on ne peut pas, et c'est ce que fait l'essai adaptatif aujourd'hui, essayer d'arrêter les frais le plus tôt possible et d'essayer d'arrêter un groupe contrôle ou d'inclure moins de gens, d'aller vers du 2 pour 1, du 3 pour 1, inclure plus de gens dans les interventions que dans les contrôles. Et ça arrive aujourd'hui. Ça arrive pourquoi? Alors ça arrive, on pourrait refaire le match. Vivant, mort, traitement A ou B, c'était facile il y a 50 ans. Aujourd'hui, les industries, elles ne suivent plus, les gens n'y arrivent plus, il faut des milliers de sujets. Donc en fait, est-ce qu'on n'est pas en train de revoir notre copie sur la façon dont on design nos plans expérimentaux? Alors j'ai la réponse, mais par des raisons éthiques ou par des raisons financières. Voilà, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les études d'aujourd'hui coûtent beaucoup plus cher qu'il y a 40-50 ans, et on est obligé de revoir. Alors, on a arrêté de faire du vivant ou mort parce que les gens, heureusement, ils mouraient moins. Après, on a dit on va faire de la qualité de vie. Puis maintenant, on fait quoi? On va adapter les designs. Je ne suis pas sûr qu'on les fait pour des raisons éthiques, en fait, au départ. Par convenance, peut-être. Et tout ce dont on a parlé aujourd'hui, ça ne peut pas se chiffrer. Tout ne peut pas se chiffrer. Mais donc, la littérature internationale, qui est quand même essentiellement la littérature des pays du Nord, reste basée sur le collectif et sur l'hypothétique-déductif. Et ce n'est pas la vraie vie. Et je pense, c'est là où, quand j'écoutais votre topo, vraiment, ça m'a vraiment ému. Est-ce qu'on mesure vraiment ce qu'on veut mesurer? Moi, c'est ma question tout le temps, même par les questionnaires. Même les questionnaires. Quand on fait de la métrologie autour des questionnaires, quand on a un truc de 30 questions qui est censé mesurer. Et en soins palliatifs, comment on arrive à, entre autres, je pense que c'est un champ qui est quand même assez particulier, comment on est sûr de mesurer ce qu'on veut mesurer au temps donné, sans avoir du recul qu'on pourrait avoir dans d'autres spécialités. Mais je pense que c'est une réflexion. Après, il ne faut pas tout mettre à la poubelle avec le quanti. Je pense que la notion des essais adaptatifs, c'est vers ça qu'on va. Mais vous avez aussi les essais de vraie vie. Aujourd'hui, avec la révolution des outils informatiques, du recueil de données, mais quand vous demandez à des gens qui sont à tous les comités, tous les grands comités PHRC et autres, programmes hospitaliers, les gens vous disent voilà, il vaut mieux faire une étude randomisée quand même. Mais je pense que les méthodologistes, les statisticiens ont du boulot pour rassurer, garantir que ces études-là, ces essais-là pourraient apporter des messages qui pourraient compléter ou aller dans le sens des études randomisées. Non, mais je voulais poser une question, mais en fait, je pense que tu as répondu, Bruno. C'était plus que
Je voulais te demander, est-ce que c'est vraiment une dualité recherche quali versus recherche quanti? Et est-ce que c'est pas un peu le cran au-dessus, ou en fait c'est juste un paradigme qui est très différent? Et dans la recherche quanti, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce paradigme positiviste où il faut être carré, il ne faut pas que ça change, la subjectivité c'est non. Et je trouve que toi, Bruno, quand même, t'amènes autre chose dans le quanti. Et est-ce qu'on est obligatoirement, on doit obligatoirement faire calquer un paradigme positiviste à la recherche quanti et le paradigme très constructiviste à la recherche quali? Moi, je pense que, enfin, je suis pas sûre, je voulais ton avis, mais est-ce qu'on pourrait pas calquer un paradigme plus constructiviste à de la recherche quanti? Parce que c'est ça qu'on attend de la recherche quanti. Alors, je suis peut-être déjà un quali qui s'ignore, hein, pour répondre à... Peut-être, ça c'est la première réponse. Et c'est ce que je pense que ce qu'essayent de faire les essais adaptatifs. Mais ce qui est fort, en fait, ça marche très très bien aujourd'hui dans le monde de l'industrie. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu pars avec une étude, parce qu'aujourd'hui, pour montrer une différence sur des molécules, quand tu vois qu'ils mettent en place, sur Alzheimer notamment, Sanofi pour ne citer que, des milliards d'euros qu'ils doivent abandonner parce que finalement, au bout de toutes ces années de recherche, il n'y a rien. Les essais adaptatifs, c'est ça en fait. C'est-à-dire une étude à 2000 patients, ouais, ben, j'ai les moyens d'arrêter plus tôt, j'ai les moyens de prendre les patients, de changer le critère, moyennant des garde-fous. En méthodo, tout se paye. 3 groupes de randomisation, c'est plus volumineux par groupe que 2. Au-delà du nombre total, ça demande plus. Voilà. Donc je pense que c'est vers ça qu'on va avec le quanti. C'est comment dire, de mettre de la souplesse dans le cadre un peu rigoriste de l'étude randomisée. Il faut des gens souples dans les CPP aussi. Alors. Et à tous les niveaux, dans les CPP, il y a des ayatollahs dans nos topos d'LCA pour ce qui est de la médecine, à tous les niveaux. Au PHRC, on parlait des PHRC, la personne dont je parlais qui est Bruno Falissard, qui est un méthodo, il était devenu à Clermont que certains connaissent, lui il est hyper open, il disait, mais voilà, il y a quelques années, c'est quand il était venu à Clermont il y a une dizaine d'années, sous l'impulsion du département de médecine générale, mais il dit, lui il y croit, mais... Une question sur tes 2 avis. C'était des CPP différents? Oui. Et je ne porte pas de jugement sur aucun des deux. Passer la colère du... Mais les CPP, juste pour rappel, c'est nous les CPP. Oui, c'est nous qui constituons. Alors, est-ce que l'éthique est subjective? Madame l'ex-présidente de... Là, on va demander à nos philosophes. Parce que qu'est-ce qui peut amener 2 CPP à donner un avis différent? En fait, les CPP, les avis, on est des personnes. C'est un collectif. Donc, je crois que la question, c'est pas la subjectivité, l'objectivité, ça n'existe pas. On est des personnes. C'est ce que j'ai lu. J'ai lu qu'on ne pouvait pas dire, alors j'ai dit je vais quand même le dire, mais j'ai vu que voilà, on ne pouvait pas dire qu'il y avait de subjectif ou de... C'est le groupe, c'est la composition du CPP. Exactement. Et du coup, selon les périodes dans les CPP, pour ceux qui ont travaillé dans les CPP, il y en a sûrement ici, les CPP changent, la composition des CPP change. Il y a des méthodologistes dans les CPP, il y a des psychologues, il y a des représentants des usagers, il y a une richesse dans les CPP, un travail qui est énorme, qui est fait par des personnes qui sont bénévoles sur les CPP, ils ne sont pas payés. Donc c'est des personnes comme vous, voilà, qui se mettent au travail sur des protocoles, qui apprennent aussi sur des protocoles dans des domaines qui ne sont pas les leurs, sur les soins palliatifs très clairement. Peut-être qu'il y a peu de personnes dans les CPP qui ont une pratique aussi en soins palliatifs. Et donc des avis à rendre qui sont compliqués pour les rapporteurs. Dans les CPP, il y a toujours 2 rapporteurs pour travailler du coup sur un dossier et après le présenter en séance. Ça va dépendre du coup de leurs connaissances. Et après, il y a toujours un aller-retour possible aussi avec les CPP. Oui. On peut toujours Là, on peut répondre. discuter. Mais là, sur les compétences psychosociales, je pense que c'est, encore une fois, voilà, passer la colère constructive, c'est de dire, mais en fait, c'est qu'ils ont eu peur. Enfin, ils ont peur que... Et on était à la thèse hier soir avec Thibaut sur la partie suicidant. Et quand on a posé la question aux internes, on a dit, ah non, mais les témoins, on les contrôle. Je suis super content qu'on leur demande, en fait. Mais c'est peut-être parce que, dans le ressenti de cette réunion, à ce moment-là, par ces gens-là qui ont donné un avis, ils ont une crainte qu'on soit intrusif,
Moi, je pense toujours je le citais hier, je vais reciter à Pierre-Michel Orca, qui est psychiatre, PPH en psychiatrie, qui était président de CPP il y a quelques années, il y a 15 ans, qui disait le fait de remplir un questionnaire, et donc on pourrait se poser la question en soins palliatifs, quelqu'un qui remplit un questionnaire sur la dépression, ah ouais merde, je suis dépressif, qui se lance du haut du viaduc. Il n'y a plus de viaduc, mais on peut quand même poser la question. Avec lui, mais on pouvait passer des heures de discussion à s'accrocher les uns et les autres. De remplir un questionnaire, par exemple. Sur un protocole, mais il y a juste un questionnaire à remplir. Parce que la préoccupation du CPP à ce moment-là, c'est qu'est-ce que ça fait vivre aux patients. Et ça, on arrive à le quantifier, du coup. Ça devient compliqué. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans le CPP, là, on va se dire, oui, ça fait vivre quelque chose au patient qu'il n'aurait pas vécu s'il n'était pas confronté à ce questionnaire. Et donc le chercheur qui mène sa recherche se dit, zut, c'est juste un questionnaire, il y a 3 items à remplir. Eh bien oui, mais le CPP va se dire que là, pour le coup, ça aura une incidence sur le patient. Le patient est toujours au centre des préoccupations, en fait, du CPP. Et c'est en ça, peut-être, pour conclure, que je pense que ce que je disais à Catherine Laporte, c'est déjà, on ne répond jamais à chaud, et c'est certainement qu'on a mal expliqué, on peut répondre, là on a pu répondre, c'était un avis suspensif, c'était pas définitif. Voilà, faut se donner les moyens de peut-être mieux expliquer, d'apporter plus de références, tout simplement, déjà. Je propose une formule qui vaut ce qu'elle vaut, parce que vous avez quand même posé la question de l'éthique et recherche. Je pense qu'une recherche qui n'appréhende pas l'approche holistique, pour moi, n'est pas une recherche éthique. Or, la plupart des recherches biomédicales ne se situent pas dans une approche holistique. Donc je prétends, grâce à vous, que en grande partie la recherche biomédicale n'est pas éthique. J'exagère. Alors tournez la caméra vers monsieur, là. Pour YouTube, tournez la caméra. Hein. Non, ça. Mais là actuellement, par exemple, j'essaie de publier un article, ça fait quand même 2 ans, et c'est sur l'accompagnement des proches en situation agonique, ce qui est quand même on ne peut plus fréquent. Tout est décrit, l'article est accepté, on n'a pas de reviewer. Il n'y a pas de reviewer, c'est-à-dire de relecteur, pour que la revue puisse accepter dans le BMJ. Mais l'article est accepté, et c'est quand même extraordinaire de voir qu'il n'y a pas un reviewer qui va mouiller sa chemise en disant j'y vais ou j'y vais pas. Et donc il y a vraiment et comme pour être prof, il faut publier, et comme pour publier, il faut publier dans le biomédical, il y a un gros biais là de sélection d'études. Après, peut-être qu'il faut... c'est un rêve pieux, parce qu'en effet, tout le monde a besoin de publication. Enfin, ceux qui se lancent dans ce cursus-là, il faut passer par le monde de la publication. Je pense que le monde de la publication, est-il vraiment le monde de la recherche, et est-il vraiment... c'est peut-être 2 choses différentes. Dans sa majorité. C'est une vraie réflexion. En tout cas, c'est un monde nécessaire, encore une fois, c'est comme les industriels, tout ça est nécessaire pour réussir à aller de l'avant, comme on fait depuis des dizaines et des dizaines d'années. Mais ça reste quand même un monde particulier avec le monde de la publication. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas résolu le problème. Mais c'est un monde particulier. On y a tous été confrontés. Vas-y, Alexandre. Non. Tu as parfaitement raison. La publication, c'est un monde mercantile. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Dans sa majorité. On va nuancer un peu. Oui, mais les grosses revues maintenant, elles misent sur le fait d'avoir soit des leaders d'opinion, soit éventuellement des gros coups, mais tout ça, c'est vraiment c'est des gros sous. Et on parle maintenant de journaux prédateurs, donc de revues prédatrices. Donc c'est une histoire quand même, soyons clairs, quand même de gros sous. Donc je pense que l'intérêt d'une revue n'est pas forcément un intérêt scientifique. C'est avant tout un intérêt commercial. Ce qui n'est pas très éthique. C'est éthique, mais c'est des niveaux différents, quoi. Mais d'un autre côté, parce que c'est quelque chose à laquelle j'ai pas mal réfléchi aussi,
Moi, j'ai toujours dit que je ne ferais pas statisticien toute ma vie. Hein. J'ai dit 45 ans, j'en ai 43. Donc oui, l'affaire approche. En tout cas pour les stats. C'est d'envisager quelque chose après. Mais on ne peut pas... Un monde open bar où on imaginerait un Facebook de la publication où on met des pouces, cet article est bien ou pas bien. Est-ce que c'est beaucoup mieux? Parce que finalement, le monde de la publication nous donne quand même... Alors oui, vous avez 3 reviewers à chaque bout de la planète avec plus ou moins conflit d'intérêts. Mais est-ce que finalement... Alors on peut s'imaginer que s'il y a beaucoup plus de pouces au haut que vers le bas, ça donne un gage de la qualité face à un public averti qui lirait. C'est une vraie réflexion et il y a des choses qui se développent là-dedans. Mais ça, c'est pour ceux qui sont dans le milieu hospitalier, c'est pas du SIGAPS, c'est pas des millions d'euros. Et je pense que pour les universitaires, je n'en suis pas, mais c'est pas du tout dans les tuyaux des CNU et autres. Donc... Probablement que les méthodes de sélection des futurs universitaires ne soient pas simplement basées sur la publication, qui, comme tu l'as dit, n'est pas forcément la recherche. Merci Alexandre, merci. Bon.